Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Paris United. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Chaudel parce qu'on va pas débriefer un match de foot comme on le fait d'habitude. On va parler un peu économie avec Vincent Chaudel, qui, je rappelle, est un spécialiste de l'économie du sport, fondateur de l'Observatoire du sport business. Vous pouvez d'ailleurs aller vous abonner sur son compte, il vous donne beaucoup d'informations et pas que sur le foot d'ailleurs. Je sais que tu parles beaucoup NBA aussi. En tout cas, voilà, allez vous abonner à ce compte, c'est très intéressant. Il y a pas mal de chiffres et pas mal de choses autour de l'économie du sport et notamment du football et pas mal d'actu aussi sur le Paris Saint-Germain. Salut Vincent, merci d'être avec nous. Bonjour Mousse, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui Vincent, on fait une vidéo spéciale parce qu'on n'en a pas encore parlé du fonds d'investissement CVC Capital Partner qui va investir dans la Ligue de football professionnel, la LFP, dans le cadre de l'ouverture de la société commerciale de la Ligue de football professionnel. On parle d'un investissement, Vincent, de 1,5 milliard d'euros de CVC. Ça devrait prendre effet normalement cet été, donc pour la saison 2022-2023. Déjà, Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer qui est CVC et pourquoi ils investissent dans le football français? Et ensuite, évidemment, qu'on parlera de l'incidence que ça a sur le Paris Saint-Germain. Alors CVC, c'est un fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'il y a différents fonds. On peut connaître des fonds souverains comme QSI, c'est-à-dire un fonds qui appartient à un État et qui va investir pour l'intérêt général d'un État. Et puis, il y a les fonds financiers, les fonds de capitaux. CVC en est un, basé au Luxembourg. Et la particularité de CVC, c'est que c'est un fonds qui, en partie, s'intéresse au monde du sport. Il s'intéresse au monde du sport mécanique, il est autour de la Formule 1, il s'intéresse au monde du sport, le rugby, avec les All Blacks ou le tournoi Destination. Il s'intéresse aussi au sport avec le football. Là-dessus, la particularité, c'est qu'ils ont misé, ou ils misent, sur des ligues plus que sur des clubs. Les ligues comme la Serie A, la Liga et aujourd'hui la Ligue 1. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que une ligue, ça perd pas. Ça perd pas en quart de finale ou en huitième de finale, ça perd pas. Tous les ans, on est sûr qu'il y a un championnat et qu'il y aura un champion. Et donc, c'est en partie ça qui les intéresse, c'est-à-dire que la stabilité de la compétition. Et puis, un fonds, c'est là pour gagner de l'argent. C'est clairement là pour gagner de l'argent. La règle du jeu, on la connaît. Et donc, ils misent parce qu'ils pensent aujourd'hui qu'il y a la possibilité de faire des profits, de développer. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec la Ligue 1, il y a une marge de développement, ça c'est une évidence. Est-ce qu'on sait combien de temps, enfin, est-ce qu'on connaît la durée du contrat entre CVC et la Ligue de football professionnel, Vincent? Alors non, on ne connaît pas le montant, mais enfin la durée, pardon, parce que un fonds qui investit là, il prend une part de capital. Il ne pouvait pas investir avant parce que les ligues sont des associations. Et donc, il fallait créer un véhicule juridique, une société qui permettait de prendre des parts. Et donc, ils ont acheté des parts, ce qui permet de valoriser cette société et lui donner un capital important dès le départ. Mais la plupart du temps, un fonds reste 3, 5 ans, mais il pourrait rester plus longtemps. En tout cas, on n'a pas nécessairement connaissance de sa date de sortie ou de ses conditions de sortie. Mais la plupart du temps, quand il y a un fonds qui investit, oui, il y a une négociation, il y a une date de sortie qui est prévue ou potentiellement prévue. Là, ça n'a pas été communiqué. Et il y a une particularité quand même dans ce type d'activité, c'est que les fonds qui investissent en général dans des sociétés classiques ou dans des startups peuvent sortir, ce que j'évoquais, 3 à 5 ans. Là, on est dans une activité où 3 à 5 ans, ça peut être un cycle de droit télé seulement. Et peut-être que là, il y a plutôt intérêt à attendre 2, 3, peut-être 4 cycles, et donc ça emmène à 10, 15, 20 ans. Et on est d'accord, Vincent, que l'investissement, il est fait sur la société commerciale et non pas sur la Ligue de football professionnel, hein. La société commerciale qui vient d'être créée par la Ligue de football professionnel.
Évidemment, parce que l'investissement ne pouvait pas être au niveau de la Ligue, parce que la Ligue, c'est une association. On ne peut pas acheter des parts d'une association. Et c'est pour ça que, mais c'est la tendance du marché aujourd'hui, hein, qu'il y a la création de sociétés commerciales et les associations, ils sont évidemment partie prenante, mais c'est un véhicule qui permet du coup d'investir. Le premier à avoir mis cela en place, c'est la Formule 1 avec Bernie Ecclestone. Et le modèle, désormais, est dupliqué par beaucoup de compétitions. L'Allemagne y a pensé, mais l'Allemagne est très particulière comme organisation. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle la règle du 50+1, c'est-à-dire qu'une société privée ne peut pas être propriétaire à plus de 49,9 d'un club, ou sauf les clubs existants avant cette loi-là. Et donc, ça rend la possibilité d'investissement plus compliquée. Merci Vincent. Ce qui a donné lieu à cet investissement et à l'accord entre la LFP et CVC, c'est d'abord la crise financière qu'il y a eu autour du football mondial, français aussi, hein, il n'y a pas échappé, lors de cette pandémie du Covid. Ça sert aussi, ça va servir évidemment à renflouer les caisses des clubs français. Pour parler du Paris Saint-Germain, qui va lui aussi toucher une part de ce qu'a investi CVC. Ah, je ne sais pas si tu me vois encore, Vincent. Attends, bouge pas, Ouais, on ne te voit plus à l'écran. On va attendre que tu reviennes. Voilà. Voilà, très bien. Je disais donc que sur les 1,5 milliard d'euros que va toucher la société commerciale de la LFP, il y a une partie qui revient au club. Et on a appris récemment que le Paris Saint-Germain, grand seigneur, a renoncé à une partie de ses revenus qui, je crois, Vincent, tu me confirmeras, devait dépasser sensiblement les 300 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. C'est bien ça. Et je crois qu'ils ont du coup, comme ils laissent une partie pour que les autres clubs puissent en profiter un peu plus, le PSG va du coup recevoir un peu plus de 200 millions d'euros et à sacrifier quasiment 100 millions d'euros, Vincent. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as évoqué. Elles sont toutes justes. Première chose, c'est que un fonds, si on revient au point de départ, un fonds est là pour gagner de l'argent et donc, pour schématiser, un fonds aime bien acheter le plus bas possible pour revendre le plus haut possible. C'est là où il se fait la plus grande marge. Il est clair que la situation économique du football européen et mondial, même à cause de la Covid et des huis clos, a amené à peu près partout les clubs comme les ligues à avoir moins de revenus et donc à avoir besoin d'argent frais. Voilà ce qui était déjà l'opportunité de base pour que les fonds s'intéressent encore plus au football aujourd'hui qu'avant. C'est aggravé en France parce que nous, on a arrêté le championnat et on a eu donc moins de droits télé. Et en plus, on a eu le crash Media Pro. Donc, on a cumulé les. Donc, on a eu un double ou un triple effet ciseau qui nous a impacté. Donc, ça veut dire que là où, du côté des clubs, des ligues, des fédérations, on devrait faire ce genre d'opération pour financer du développement, on fait d'abord cette opération-là pour combler un trou. Et donc, il va être important, ça sera peut-être une autre question ou un autre point à voir ensemble, de voir ce que l'on va en faire de cet argent. Oui, c'était l'objet d'une de mes questions, c'est vrai. J'imagine, on va la développer juste après. Mais pour revenir sur le sujet du PSG, évidemment que si on devait répartir cette somme sur la valeur marketing ou la capacité ou la contribution des clubs à développer, par exemple, les droits internationaux. Je rappelle, c'est 85 millions d'euros en France, alors qu'en Espagne, c'est 895 millions d'euros, c'est 11 fois plus. Eh bien, moi, je prends régulièrement l'indicateur des communautés réseaux sociaux. Le PSG, c'est 70% de la totalité des communautés réseaux sociaux de la France. Donc, si on devait appliquer ce ratio-là, eh bien, 1,5 milliard multiplié par 70%, ça ferait certainement pas 200 millions d'euros. La réalité, c'est qu'on est dans un championnat, et un championnat,
on ne peut pas faire que ce ratio-là. On a besoin d'avoir une forme d'équilibre compétitif. Donc, il faut à la fois trouver une répartition qui permet à chacun d'avoir suffisamment d'argent pour se développer et en même temps avoir une répartition qui permet de reconnaître la création de valeur de chacun. Donc oui, la première répartition imaginée a amené le PSG à avoir plus de 300 millions d'euros. L'actuelle répartition est autour de 220. Il y a en gros 20% de 220 millions pour le PSG. Il y a un rang de clubs comme l'OL, l'OM, enfin les Européens, l'OM, Lille, Rennes, Nice aussi, qui vont être à entre 7 et 8%, 7,9% de mémoire. Et puis après, l'ensemble des autres clubs qui vont toucher 33 millions d'euros. Si on fait la somme de cette répartition, on arrive à 1,3 milliard. Les 200 millions qui restent vont, financer le fonctionnement de la Ligue et permettre à la Ligue de rembourser le prêt garanti d'État, le PGE, qui a été souscrit au moment du premier confinement. Et puis, l'autre partie, ça va être effectivement pour financer le développement, mais ça veut dire qu'on va avoir qu'une centaine de millions d'euros pour financer le développement. Voilà le sujet. Et les 33 millions d'euros que chaque club de Ligue 1 est supposé toucher, je dis supposé parce que il y a des clés de répartition, c'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, ces 33 millions d'euros doivent être versés sur 3 ans. Sauf que les 20 clubs de Ligue 1 d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement les 20 clubs dans 3 ans, d'autant plus qu'ils ne seront que 18. Donc, il y a quelques clés de répartition à ajuster, mais globalement, on va dire que c'est 33 millions d'euros pour les non-européens. Une question sur le fonctionnement et sur l'accord entre la LFP et CVC. Par exemple, en Espagne, CVC qui a aussi investi, il y avait une grosse campagne de communication de Javier Tebas, le président de la Liga. Pareil, hein, pour les mêmes raisons, hein, pour aider les clubs espagnols à combler le déficit qu'il y a eu à cause de la pandémie. 3 clubs avaient refusé. Ces 3 clubs qui ont un système de fonctionnement avec des socios. Donc, il y a l'Athletic Bilbao, le FC Barcelone et le Real Madrid qui ont refusé cet accord et qui, eux, ne toucheront pas une part de ces capitales, mais à contrario, ils gardent 100% des droits télé, contrairement aux autres clubs. Ma question, Vincent, c'est est-ce que les clubs français avaient la possibilité eux aussi de refuser ou c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même modèle? Alors, on n'est pas dans le même modèle. C'est-à-dire que l'Espagne, si on remonte à un peu plus de 10 ans, une quinzaine d'années, était encore dans ce qu'on appelle un modèle de négociation individuelle des droits. C'est-à-dire que le Barça, le Real négociaient directement avec les télés leurs propres droits. C'est évidemment, ça a eu pour conséquence que les diffuseurs se battaient pour ces droits-là, donc les droits montaient, et par contre, pour les autres petits clubs, il n'y avait plus rien. À tel point que certains clubs n'étaient plus en capacité de payer leurs joueurs au bout de 6 mois. Et il y a eu un bras de fer entre les petits clubs espagnols, il y a eu la même chose en Italie, hein, et les grands clubs en disant à un moment donné, soit vous passez en négociation collective parce qu'on a besoin de nous d'avoir des joueurs, de pouvoir les payer, et sinon, vous ferez un championnat à 4 ou 5 et vous allez voir que c'est nettement moins intéressant. Nous, historiquement, on était dans la négociation collective depuis toujours. Donc, la négociation collective, ça veut dire qu'il n'y a que la Ligue qui négocie pour l'ensemble des clubs. Et puis après, on va parler des clés de répartition. On a commencé 70% de façon égalitaire et 30% en fonction du résultat. Aujourd'hui, on est plutôt à 50 égalitaire, 25-25, 30 et 25, 30 au résultat, 25 30 et 20 à la notoriété, en gros. Ce qui s'est passé, c'est que
les clubs espagnols, notamment le Real et le Barça, sont certes des clubs de socios, mais sont aussi des clubs qui luttent pour un projet qu'on appelle Super League. Oui. Et donc, ils ne voulaient pas se lier avec la Liga parce que potentiellement, ils peuvent avoir d'autres intérêts. Donc, il y a ce sujet-là qui joue, mais je trouve que c'est intéressant de voir parce que souvent, le PSG est critiqué en France parce qu'il n'achète pas assez de joueurs dans le championnat français, parce que oui, mais là, s'ils se comportaient comme le Real ou le Barça, qui sont des clubs très soutenus en France, eh bien, ils n'auraient pas accepté de toucher que 200 millions d'euros. Et les autres n'auraient pas au moins 33 millions d'euros. C'est ça qui me semble aussi intéressant à mettre en lumière dans ce cas-là. Le PSG, probablement et évidemment parce qu'il a un actionnaire de référence qui lui permet entre guillemets, de se passer de ces 100 millions d'euros en plus, mais il le fait. Donc on peut le critiquer, mais on peut aussi reconnaître qu'il le fait, et c'est plutôt quand certains critiquent le fait qu'il ait plus de 200 millions d'euros alors que les autres ont 33, j'aurais tendance à dire qu'il a que 200 millions d'euros pour que les autres aient au moins 33. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que sans un acteur majeur comme le Paris Saint-Germain en Ligue 1, je ne suis pas sûr que CVC, d'une part, se soit intéressé à investir de l'argent dans la nouvelle société commerciale, mais d'autre part, sans le Paris Saint-Germain et évidemment son actionnaire qui a l'air très solide, ça se trouve, CVC ne serait jamais venu investir son argent en Ligue 1. Ou en tout cas, pas de cette manière, on est d'accord Et évidemment, mais sans cet actionnaire de référence, CVC n'aurait pas eu cet actionnaire de référence qui permet d'avoir des joueurs des stars mondiales et donc d'avoir un potentiel de développement. CVC ne serait certainement pas venu. Mais sans cet actionnaire de référence qui permet d'avoir des joueurs de très haut niveau, l'indice UEFA de la France on serait probablement 7 ou 8e aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on aurait moins de clubs en Coupe d'Europe, etc. Donc, effectivement, le PSG et son actionnaire ne sont pas exempts de tout reproche, sont critiquables. Tout ça, c'est une réalité. Mais il faut aussi rappeler et souligner et remercier ce qu'ils ont fait dans l'intérêt du football français et de sa Ligue 1. Évidemment, et on rappelle, tu as donné le chiffre, mais je le rappelle quand même tout à l'heure, on parlait de la Liga de Javier Tebas et de CVC qui ont investi un an et demi avant, il me semble. Eux, c'est 2,7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, voilà, pour 10%. Mais là, il me semble il y a une durée, il me semble que c'est très long par contre. Oui. Mais là aussi, la durée, elle est communiquée ou communicable selon. Moi, je ne l'ai pas vu passer pour le cas de CVC en France. Mais je dirais, peu importe, ce qu'on sait, c'est qu'un fonds, normalement, il est là pour une durée et sortir. Mais sortir, ça veut dire qu'à un moment donné, comment il va se rembourser? Il va se rembourser par les dividendes et il va se rembourser par la sortie, c'est-à-dire au moment où il va revendre ses parts. Donc l'intérêt, c'est que ça crée de la valeur. Après, ouais. On sait que le PSG, c'est pas la première fois que le PSG bénéficie à la Ligue 1. Tu as parlé du fiasco Mediapro, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand Mediapro négocie les droits télé pour la Ligue 1, s'ils acceptent dans un premier temps de dépasser le milliard d'euros, c'est aussi parce qu'il y a un acteur comme le Paris Saint-Germain. Alors certes, ça a été un fiasco, et puis derrière, on a vu que finalement, on était redescendu très très bas parce que la Ligue n'avait plus le choix parce que Mediapro s'était désengagé, qu'il fallait, il fallait trouver un média qui reprenne les droits télé. En l'occurrence, ça a été Amazon. Mediapro n'a pas profité du Paris Saint-Germain. C'est plutôt Amazon qui a fait la bonne affaire dans cette histoire. Amazon a gagné au loto. Ça paraît être une évidence parce que moi, je fais partie de ceux qui prétendent que la Ligue 1 pouvait valoir 1 milliard d'euros. Le problème, c'est d'où vient le milliard d'euros. Il venait d'un nouvel entrant qui avait 0 abonné. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, le milliard d'euros était accessible. Rappelons que
si la Ligue n'avait pas attribué les lots à Mediapro mais à Canal, les offres dépassaient le milliard d'euros. Ce qui est donc bien la preuve qu'il y avait une valeur de marché et puis il y avait une situation de concurrence qui tire les prix vers le haut, évidemment. À l'inverse, quand Mediapro se plante, eh bien, la situation de marché est inversement proportionnelle. Elle est clairement à l'avantage de ceux qui ont perdu et qui ont une dent contre la Ligue désormais, ou ceux qui arrivent et qui disent moi, je peux vous aider à hauteur de ce que je peux mettre. Ce qui est clair, c'est que Amazon, contrairement à Mediapro, a déjà des abonnés au moment où ils arrivent sur le marché. Donc, ils vont être en capacité et ils seront en capacité d'amortir leur investissement et même de gagner en abonnés, gagner en chiffre d'affaires. Donc oui, c'est une très très bonne affaire pour Amazon. C'est, d'après ce que dit Monsieur Saada, c'est pas nécessairement une si mauvaise affaire pour Canal. Ça, moi j'ai bon, chacun, c'est un jeu de rôle. Hein. En revanche, je ne crois pas que ce soit une bonne affaire à court terme pour le football français. À moyen terme, ce n'est pas nécessairement une mauvaise affaire parce que Amazon est un acteur global, ultra puissant. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à un moment donné, on ne va plus vendre des droits domestiques et des droits internationaux, mais qu'on va vendre des droits globaux. Et pour vendre des droits globaux, il faut avoir des acteurs globaux en face de soi. Et c'est le cas d'Amazon, bien évidemment. On parlait tout à l'heure des 200 millions qui vont être attribués, 220 millions qui vont être attribués au Paris Saint-Germain à partir de la saison prochaine. Le versement, il se fait en une seule fois, Vincent, ou c'est étalé, sur quelques saisons, ce qui concerne tous les clubs, mais en particulier du Paris Saint-Germain? Moi, de ce que j'ai compris, c'est étalé sur 3 ans. C'est pour ça que les 33 millions d'euros ne seront pas nécessairement touchés par les mêmes clubs. Et donc, il peut y avoir un sujet à ce niveau-là. Dans le cas du PSG, puisque c'est le seul à avoir ce montant-là, il sera le seul à l'avoir sur les 3 ans, il n'y a pas de sujet. Mais donc, ça ne devrait pas être 220 millions d'euros en une seule fois. Ouais, donc ça ferait à peu près un peu plus de 70 millions par saison sur 3 ans. Voilà. Ce qui représente pour le PSG un bon joueur, l'achat d'un bon joueur en Europe, un bon milieu de terrain. Un joueur ou un salaire chargé d'un joueur déjà présent qui pourrait rester. Ça peut représenter une année de salaire de Messi ou Neymar, c'est vrai. Tu n'as pas tort. Est-ce qu'il y a des obligations pour les clubs qui vont toucher une partie de l'argent de CVC? Est-ce qu'il y a des obligations, par exemple, d'investir dans des infrastructures ou autre chose, ou bien vraiment ils font ce qu'ils veulent de cet argent, Vincent? Je n'ai pas connaissance d'obligations de leur part. Les obligations en général, elles sont liées au mode de redistribution de la Ligue dans notamment ses droits télé, par exemple. Là, on est dans une création de société. Les clubs ont leur part parce que la société est liée à leurs droits, à la commercialisation de leurs droits. Et donc derrière, ils en font ce qu'ils veulent. Maintenant, sur la répartition des droits qui vont être vendus par cette société, il est possible de mettre un cahier des charges. C'est ce qu'a su faire en son temps la Première Ligue, c'est ce que fait aujourd'hui aussi la Ligue 1 sur la qualité des pelouses, la qualité des stades et autres. Mais c'est indirectement lié à ce montant-là. C'est pas sur ce montant-là, ça sera sur le chiffre d'affaires qui sera généré et les clés de répartition que la Ligue mettra en place. Et une dernière question, Vincent. Le but de cette société commerciale qui a été créée par la LFP et par Vincent Labrine, qui en a pris la présidence l'année dernière, quel est le but de cette société commerciale? Est-ce que le but, c'est de pouvoir vendre un meilleur produit, développer la Ligue 1, voire la Ligue 2 pour pouvoir le vendre mieux? C'est ça le but de la société commerciale de la LFP, Vincent? Évidemment, oui, c'est de créer de la valeur, donc d'augmenter le chiffre d'affaires de la Ligue 1 globale. Normalement, les clubs travaillent sur leur environnement propre, donc c'est plutôt pour le développer à l'international. On imagine que sur la dimension domestique, chacun travaille son terrain ou son terreau. Maintenant, le sujet, c'est que ce deal se fait à un moment où le football français est en difficulté.
comme les autres, mais peut-être encore plus que les autres. Et donc, au lieu de financer ce développement, par exemple, les 33 millions d'euros pour un club lambda de Ligue 1, on met le nom qu'on veut, comme ça je vexe personne, ça pourrait financer un projet de tournée à l'international ou des choses comme ça. Eh bien, ça va surtout combler un trou. C'est bien là le problème, parce que si la Liga s'est vendue 11 fois plus que la Ligue 1 à l'international, c'est en partie parce qu'elle a une cinquantaine de commerciaux dans le monde entier qui la représentent. En France, il y a une ou deux personnes qui travaillent le marché français, qui discutent avec les médias français, mais qui discutent aussi avec les sponsors français pour leur proposer de la Liga. Nous, en France, la Liga, elle a un bureau de représentation à New York et un à Pékin qu'elle partage avec la fédération. On a peut-être moins de 5 personnes à Paris pour travailler le développement international. Bon, la Liga a une cinquantaine de personnes. Cet argent devrait ou aurait dû ou devra à l'avenir financer ce genre d'action, parce que on ne va pas passer de 85 à 850 millions d'euros, par exemple, à l'international, par un claquement de doigts. Il va falloir forcément être présent sur le marché, sur les différents marchés, interagir avec les différents diffuseurs, interagir avec les différents sponsors pour proposer des droits commerciaux, des droits télé, évidemment. Là, la présence de joueurs souvent critiqués ou actuellement critiqués et critiquables sportivement, comme Messi, Neymar, Ramos, oui, mais ce sont des joueurs aussi qui peuvent aider à cela. J'ai dit dernière question, mais en fait, j'en ai encore deux petites. C'était la dernière grande question, mais j'en ai encore deux petites. Est-ce que, par exemple, la perte d'un joueur comme Kylian Mbappé cet été, ça porterait préjudice au projet de société commerciale de la LFP, et notamment pour, tu en parlais, hein, pour renégocier les droits à l'international qui sont tous les 4-5 ans, 3-4 ans, Vincent, c'est ça? Alors, les droits internationaux, les appels d'offres en général, c'est entre 3 et 4 ans. L'objectif, là, c'est de les monter jusqu'à 5 ans. Au niveau international, le dernier contrat était plus long. Il me semble qu'il était de 8 ans. Et il court avec beIN Sport International, il court jusqu'en 2024 de mémoire. Donc là, les prochaines renégociations seront à partir de 2024, donc d'ici 2 ans. Donc l'enjeu est de se préparer, de créer des relations avec les différents acteurs pour préparer cette négociation et cet appel d'offres à venir. Donc c'est tout là l'enjeu. Est-ce qu'un départ d'un joueur comme Mbappé serait problématique? CVC ne vient pas parce que c'est Mbappé, parce qu'il y a Mbappé. CVC vient parce que le prix est faible et qu'il y a une espérance de création de valeur forte. Évidemment que la présence d'Mbappé aujourd'hui fait partie de cette espérance de création de valeur. Donc, vaudrait mieux l'avoir que de le laisser partir. Vaudrait mieux l'avoir d'autant plus que si il venait à partir en Espagne, eh bien, ça serait un argument fort pour la Liga et continuer à se développer. C'est en partie ce qui explique la dent dure de Javier Tebas envers le PSG, parce que la Liga s'est vendue très cher du temps où il y avait Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, et que le stress de la Liga, c'est de ne plus avoir ce genre de joueurs à vendre ou à exposer à travers ces compétitions. Donc oui, il y a plutôt cet effet-là de domino. Ce n'est pas l'effet immédiat. Si Mbappé venait à partir, ce qui sera important, c'est que le PSG reste une équipe compétitive, capable d'aller dans le dernier carré, ou du moins déjà d'atteindre l'écart, mais qu'elle ne soit pas toute seule. La Ligue 1 a besoin d'un PSG fort, a besoin d'un OM fort, a besoin d'un OL fort, a besoin d'un Monaco fort, et peut-être d'un Lille, d'un Nice ou d'un Rennes. Si c'est le cas, eh bien, alors le championnat gagnera en attractivité, parce que développer les droits à l'international avec un PSG, c'est bien, mais le PSG joue qu'un match par journée de championnat. Et donc, pour un diffuseur étranger, avoir 3, 4, 5 grosses écuries dans un championnat, c'est garantir un intérêt à chaque journée d'avoir des matchs à diffuser. Donc oui, la Ligue 1 a besoin d'un Frank McCourt, a besoin d'un Noël Fort, a besoin d'un Radcliffe
à Nice et d'un Pinot à Rennes. Tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Les performances de nos clubs de cet hiver étaient très bonnes. Malheureusement, Un peu moins en deuxième partie de saison. Le mois de février, février-mars aura été négatif pour nous, d'autant plus négatif que les Portugais et les Néerlandais ont performé. Oui, après, il reste encore Lyon qui joue ce soir en quart de finale de Ligue Europa et Marseille qui joue une toute petite minuscule Coupe d'Europe. Je ne citerai pas son nom, je l'ai déjà oublié. Donc Vincent, comme je te le disais, dernière question Vincent, le Paris Saint-Germain est sorti en huitième de finale de la Ligue des Champions. Financièrement, combien ça rapporte un parcours jusqu'en huitième de finale pour le Paris Saint-Germain? Alors pour le Paris Saint-Germain, et parce que c'est le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est liée à la performance, au fait que il y a la qualification, le passage en poule, les victoires ou les matchs nuls lors des poules, plus la victoire ou le nul lors des huitièmes, eh bien, il y a cette partie-là. Et il y a aussi ce qu'on appelle le market pool et la redistribution liée aux performances du club sur les 5 ou 10 dernières années. Le tout, donc, dans le cas du PSG, c'est que ça lui amène 97 millions d'euros sur ce parcours 2021-2022. Si le PSG avait pu aller au bout, il y aurait eu une cinquantaine de millions d'euros de plus. Donc, on voit que c'est l'importance de la Ligue des Champions pour ce genre de club. C'est terriblement important dans son économie. Maintenant, quand on a tous les débats autour de la Super League, pour bien comprendre, rien que de participer à la Super League, un club comme le Real ou le Barça, ça lui rapporterait 350 millions d'euros. Alors, entre 150 millions d'euros pour la gagner, la Ligue des Champions, et 350 millions d'euros pour participer à la Super League, on comprend très vite pourquoi eux ne veulent pas lâcher ce projet-là. Bah merci beaucoup Vincent de nous avoir apporté tes éclaircissements et, sur l'investissement du groupe, enfin du fonds d'investissement pardon CVC auprès de la société commerciale de la Ligue de football professionnel. On n'en avait pas trop parlé dans les podcasts parce que il nous fallait un spécialiste. Tu l'es, donc j'ai profité de cette occasion pour qu'on puisse parler un peu économie. C'est des sujets aussi qui intéressent évidemment les supporters du PSG. Pas tous, mais certains s'y intéressent. Moi, en l'occurrence, ça m'intéresse beaucoup. C'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas de moyens, on n'a pas de joueurs. C'est pour ça. Si moi, mon commentaire par rapport à la terrible déception pour tous les supporters, à ce que je comprends de l'élimination, c'est de dire que oui, pendant 10 ans, le PSG a privilégié le développement commercial parce que c'était une étape nécessaire pour avoir les moyens d'avoir des joueurs performants. Et désormais, il est important que le sportif prenne le dessus parce que la marque PSG s'est réellement développée, elle s'est installée. Avec Poissy, le PSG va désormais avoir un outil de travail capable de concurrencer les autres grands clubs. Et donc maintenant, il faut que ce soit priorité aux sportifs. Alors moi, je suis d'accord et comme tous mes amis supporters, évidemment que c'est important le volet financier, mais je pense que lors de ces 10 ans, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites et je pense qu'en fait, on aurait pu mettre sur un même pied d'égalité le développement du club, la marque du PSG et aussi le projet sportif et ne pas laisser l'un au détriment de l'autre. Pardon. Ouais. En fait, on est tous d'accord, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même que lors de la décennie précédente, tout a été fait dans le sens du marketing, beaucoup moins dans le sens du sportif, et on peut sortir plein d'exemples d'incohérence, de recrutement de joueurs, etc. Et même dans le choix des hommes pour diriger ce projet sportif. À chaque fois, il y a eu que ce soit avec Antero Henrique, que ce soit avec Olivier Létang avant. Enfin, il y a que le premier passage de Leonardo, si tu veux, au PSG, où on peut dire honnêtement tout s'est bien passé et que même le recrutement était cohérent. Ensuite, ça s'est un peu dégradé, même si en 2017 tu fais Mbappé, Neymar, mais malheureusement, sportivement parlant, ça n'a pas porté ses fruits. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aussi il y a une certaine rancœur envers la direction, parce que beaucoup pensent aussi que tout a été bien fait, en tout cas, hein, côté marketing. Et en plus, tu as utilisé un terme que nous, on déteste, la marque PSG. Nous, le PSG, c'est un club de foot, ce n'est pas une marque. Mais je comprends que
évidemment, je comprends ce que tu dis et ce que ce mot-là veut dire dans ta bouche, Vincent, évidemment. Mais c'est vrai que nous, on en a un peu marre de. Voilà, Oui, non, mais je comprends ce point-là. Si le point est de dire est-ce qu'il y a eu des erreurs de fait sur les 10 dernières années, évidemment oui, mais j'irais jusqu'à dire quel club n'en commet pas des erreurs. Si on regarde un grand club ou une grande marque, tu mets le mot que tu veux, comme Manchester United, est-ce que tout a été bien fait sur les 10 dernières années? J'en doute, par exemple. Manchester, Vincent, je te coupe. Manchester United, c'est un club centenaire, il me semble. C'est un club qui a. Alors, je dis pas que le PSG n'a pas d'histoire. Hein. Le PSG est un jeune club d'une cinquantaine d'années. Mais ce que je veux dire en termes, par exemple, de trophées européens, même si le PSG a gagné une C3 en 1996, une coupe qui n'existe plus, mais il fallait quand même le faire, ils l'ont fait. Mais dans l'histoire de la Coupe d'Europe, Manchester United est détenteur de Ligue des Champions. C'est pas la même histoire. Il n'évolue pas dans le même championnat. Le championnat anglais n'a pas la même histoire que le championnat français. C'est pas du tout pareil. Personne, par exemple, de mon point de vue, je pense, tu peux pas trouver de club qui a fait, par exemple, un mercato comme a fait le PSG cet été. C'est-à-dire sans cohérence sportive, uniquement. Alors, je parle pas d'Hakimi et de Mendes, qui sont deux jeunes joueurs, et ça, c'est très bien. Pour le reste, Ramos, Messi, aller chercher. Voilà, ça n'a pas de cohérence. Et en plus, il y avait déjà Neymar plus Mbappé. Oui, je pense qu'il y a. Voilà, mais tu as raison sur la comparaison avec Manchester United. Moi, ce que je voulais dire, c'est que des grands clubs ont aussi des mauvaises périodes et ont aussi produit des erreurs. Quand tu parles du mercato, des erreurs de mercato, regardons le trou du Barça, c'est en grande partie par rapport, la cause d'erreurs de mercato, mais pas d'un mercato, de plusieurs mercatos. Et pourtant, c'est un grand club, c'est un grand club qui a une grande histoire. Et donc, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, et je ne cherche pas à excuser, c'est juste dire évidemment qu'il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, mais il y a aussi un développement, et c'est en fait la difficulté, c'est de juger sur un temps court quelque chose qui doit se regarder sur un temps long. Le PSG, tu l'as souligné, a 2 fois moins de temps d'existence que ses grands concurrents. Il a aussi 2 fois moins d'expérience. Non, mais là-dessus, tu as raison, mais je pense que dans le choix des hommes, s'il y avait eu des choix plus judicieux, peut-être effectivement, le sportif aurait atteint un peu le même niveau que le développement du club ou l'internationalisation du club. Malheureusement, il y a eu des choix qui ont été faits qui n'ont pas été les bons, selon moi, à part le premier passage de Lardo qui est très bon et très cohérent. Par la suite, ça s'est un peu dégradé. Ça sera peut-être le sujet d'une autre émission qu'on fera ensemble sur l'argent dépensé par le PSG en 10 ans. Mais tu as raison. Par exemple, si on reprend le cas de la France, quelqu'un comme Jean-Michel Aulas, on a eu l'impression pendant 20 ou 30 ans que tout ce qui touchait, il le transformait en or pendant 20 ans. Et puis, les 10 dernières années, ça a été plus compliqué sportivement. Et pourtant, c'est le même homme. Il avait une organisation qui était relativement stable sur cette durée-là. Donc, à la différence près, Vincent, que je peux comparer Lyon avec Arsenal de la fin des années 2000, c'est l'achat du stade. Et évidemment, quand tu décides d'acheter ton propre stade, c'est le seul en France qui possède son stade de foot, évidemment que financièrement, tu as les mains un peu liées et que tu peux pas investir dans les mercatos parce que tu as des créances tous les mois, tu dois rembourser ton stade, c'est des grosses sommes. Et Arsenal a connu ça. Tu te rappelles d'Arsenal, l'équipe des Invincibles au début des années 2000, quand le propriétaire a décidé de déménager d'Highbury et créer leur propre stade. Et on a vu que pendant près de 6-7 ans, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est pas encore fini, puisqu'ils sont encore. Ça va un petit peu mieux cette année, mais ils ont mangé leur pain noir pendant quasiment 10 ans, Vincent. Donc, mais voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même pour les grands. Oui, certainement. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Merci d'avoir été avec moi ce matin pour parler un peu de CVC. Et puis, je te dis à bientôt, évidemment, sur les podcasts de Paris United. Tu fais partie de la famille. On se revoit bientôt. Merci, Vincent. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao.